Quand on pense aux harceleurs, on pense souvent aux célébrités et à leurs fans enragés, parfois dangereux. On pense à John Hinckley Jr. poursuivant Reagan et Jodie Foster. On pense à des personnages effrayants au cinéma comme Robert De Niro dans Les Nerfs, à vif, Glenn Close dans Liaison fatale ou Jennifer Jason Leigh dans La colocataire. Nous avons tendance à les considérer comme des événements et des histoires exagérément dramatiques pour raconter une histoire fictive, comme dans les films, ou comme des événements et des histoires qui n'arrivent qu'aux personnes célèbres, comme dans le cas de John Hinckley Jr., devenu obsédé par le président des États-Unis. Parce que qui pourrait bien s'intéresser, et encore moins devenir obsédé, par Dave Taylor du Café? Cette vision du harcèlement le rend apparemment inoffensif. Nous avons tendance à penser que cela n'arrive qu'aux personnes célèbres qui ont l'argent et les moyens d'y faire face. Ou bien que dans les rares cas où cela arrive à des personnes non célèbres, ce n'est pas aussi grave ou dramatique que ce que les films nous racontent. Shanna Grice, 19 ans, venait de Brighton, Royaume-Uni. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une fille gentille, simple, appréciée pour sa personnalité vive et pétillante, et qui s'entendait avec tous. Elle sortait avec son petit ami de longue date, Ashley Cook, depuis le lycée, et ensemble, ils semblaient avoir une relation heureuse et stable. Pleine d'entrain et d'espoir, elle a postulé chez Brighton Fire Alarms et, à sa grande joie, a été embauchée en 2015. Elle s'est vite intégrée et s'est fait de bons amis parmi ses collègues, qu'il a trouvée travailleuse et sympathique. Elle s'est rapprochée d'un collègue, Michael Lane. Alors qu'ils commencèrent à travailler ensemble plus souvent, Michael, âgé de 25 ans, a commencé à montrer de l'intérêt pour Shanna. Ils échangeaient des messages sur Facebook et sur leur téléphone portable, et très vite, ils se voyèrent aussi, en dehors du travail. Selon sa courte expérience avec Michael, il était très affectueux, la complimentant souvent et lui offrant parfois des cadeaux. À 19 ans, l'attention d'un homme plus âgé était flatteuse et l'amitié est vite devenue sexuelle. Ils semblèrent développer un lien très étroit et il paraissait être un homme vraiment bien. Mais Michael avait un côté sombre qu'elle ignorait encore. Avant de rencontrer Shanna, Michael avait été bénévole dans de nombreux groupes communautaires différents, souvent dans ceux où il supervisait ou aidait des adolescents. Un de ces lieux était le groupe local des guides. Durant tout son séjour, plusieurs se sont plaints de son comportement, mais la plupart des faits n'ont pas été signalés car les filles la pensaient ne pas être crues. Finalement, une fille de 14 ans a affirmé que Michael avait tenté de la manipuler et l'avait harcelée pendant des mois avec des messages affectueux, des compliments et des tentatives d'envoi de cadeaux. À ce moment, Michael a été enquêté par la police et on lui a dit que s'il quittait les guides, l'affaire s'arrêterait là. Michael a obéi et quitté les guides féminines. Cependant, ce ne serait pas la fin de son comportement, car 12 autres filles et femmes avaient signalé Michael à la police pour son comportement intrusif, contrôlant et abusif. Une des filles a ensuite donné une interview à la presse locale sur son expérience avec Michael. Quand j'étais à l'école, mon école était à environ 2 minutes à pied de chez moi, et son père habitait dans la même rue. Je le voyais souvent conduire dans le coin, soit pour voir son père, soit parce qu'il travaillait aussi dans le quartier. Mais il passait toujours en voiture et me demandait si j'avais besoin d'un trajet pour rentrer de l'école, alors qu'il savait très bien que je vivais à 2 minutes à pied de l'école. J'ai refusé à chaque fois. À cause des fois où il m'a proposé de me ramener de l'école, et je faisais comme si ça me mettait mal à l'aise, donc je pense qu'il savait qu'il me faisait ressentir ça. Il m'envoyait des messages, vous savez, à propos de la relation dans laquelle j'étais, Il disait que je devrais être avec lui et non cette personne, ce que j'ai trouvé étrange, alors je l'ai bloqué sur Facebook. À l'époque d'Osta, il existait Snapchat, une application pour envoyer des photos visibles 10 secondes seulement. Il a commencé à m'envoyer des messages dessus, dont des photos de la fenêtre de ma chambre.
Il semblait assis devant chez moi et m'envoyait une photo en disant « Je te voyais, j'ai regardé par la fenêtre et il était là, assis dans sa camionnette dehors. Qu'as-tu ressenti en le voyant ? Mal à l'aise. Je fermais tous mes stores. Je m'assurais que toutes mes portes étaient verrouillées. L'un des messages que j'ai reçus de Mike me demandait si je voulais passer une nuit à l'hôtel avec lui s'il réservait une chambre. Et il m'a proposé 500 livres si je le laissais faire ce qu'il voulait me faire, ce qui était probablement l'une des choses messages les plus effrayants reçus de lui, car si j'y étais allé et l'avais rencontré, j'ignore ce qui aurait pu arriver. Début 2016, la relation entre Shanna et Michael s'est tendue. Michael lui dictait où aller, avec qui parler et quoi faire, se mettant en colère si elle ne lui obéissait pas. Rapidement, l'attitude est devenue très agressive. Fatiguée du contrôle de Michael, elle l'a quitté pour retourner avec son ex, Ashley. Lane n'a pas bien pris la rupture et, à cause de son comportement intimidant, Shanna a quitté son travail et en a trouvé un nouveau afin de ne plus croiser Michael au quotidien. Michael a commencé à devenir obsédé par elle. Il la suivait souvent et lui envoyait des messages pour la reconquérir. La situation a empiré et en février 2016, elle a signalé à la police qu'il s'était caché devant chez elle la nuit, avait laissé des fleurs à sa porte, puis un message sur la voiture de son petit ami « Shanna te trompera toujours ». La police, cependant, n'a rien fait à propos de ce signalement. Ils n'ont ni interrogé Michael, ni averti sur son comportement. Ne supportant pas le rejet, Lane a confié à un ami que Shanna paierait pour ses actes, puis a discrètement mis un traceur sur sa voiture pour connaître sa position. Il y a eu de nombreuses occasions où quelqu'un a dégonflé tous les pneus de la voiture de Shanna, et Lane passait souvent par là et proposait son aide. Face au rejet, il lui a envoyé des lettres exigeant le remboursement de tout l'argent dépensé durant leur aventure. Après quelques semaines à être constamment surveillée et suivie, et personne ne voulant l'aider, elle s'est retrouvée coincée par Michael, qui lui a pris son téléphone portable et l'a violemment saisie par les cheveux. Elle a finalement réussi à se dégager et a immédiatement signalé l'incident à la police. Lane l'a suivie au commissariat, puis l'officier, qui a pris la déposition de Shanna, a alors décidé de ne pas suivre le protocole et d'interroger les deux ensemble. Lors de l'entretien, Lane s'est présentée en victime et Shanna en méchante, répétant qu'elle le manipulait dans une relation où elle utilisait ses émotions contre lui, citant des messages anciens comme preuve de leur couple. L'officier a donné à Shanna une amende pour avoir fait perdre du temps à la police et ne pas avoir signalé la relation plus tôt. C'est sans aucun doute cet événement qui a conduit à la mort horrible de Shanna. Quand la police a confirmé la version de Lane, Shona n'avait plus de soutien. Il n'y avait aucun intérêt à aller voir la police, car il considérait Lane comme la victime, même avec son passé de violence envers les femmes et ses tentatives de manipulation de mineurs. Elle était seule. Lane a alors intensifié son harcèlement. Il l'appelait souvent en numéro masqué, restait silencieux ou inspirait bruyamment au téléphone. Avec le temps, il est devenu plus audacieux dans son comportement de harcèlement, allant même jusqu'à voler un objet idiot et, plus tard dans la nuit, il est entré chez elle pendant qu'il pensait qu'elle dormait et il est resté debout dans sa chambre à la regarder pendant la nuit. Shanna était en réalité réveillée mais cachée sous la couette, faisant semblant de dormir, écoutant ses pas et sa respiration lourde, en espérant qu'il partirait. Le lendemain, lors d'un appel, elle l'a confronté sur l'effraction chez elle. Et donc, il y a une question qui me tracasse vraiment. Pourquoi as-tu pris la clé au départ ? Oui, mais ce n'est pas bien parce que ça nous met en danger. Tu aurais pu perdre le contrôle à tout moment. Tu n'avais absolument aucun droit de... Je sais que je ne l'avais pas, je sais que je n'ai aucun droit ni rien, je le sais. Hors de... Ordre! Oui. Eh bien, tant que tu ne recommences pas, et si tu t'approches encore de la maison, je Je ne m'approcherai plus de la maison et ne te contacterai à nouveau.
Je pense juste que c'est mieux comme ça, parce que sinon, on va continuer à tourner en rond dans ce cercle vicieux, n'est-ce pas? Elle et Lan savaient senti tous les deux qu'il était profondément perturbé, mais il a refusé de chercher de l'aide, même après qu'elle le lui ait supplié. Elle a bien signalé l'intrusion à la police, mais ils ont simplement qualifié tous ses comportements de faible risque et ont classé l'affaire sous D pour rien à foutre. En août 2016, après des mois de harcèlement incessant et l'intrusion d'un déséquilibré dans sa vie privée, l'ami de Shanna lui a demandé de le signaler une dernière fois à la police. Elle avait toutes les preuves, il pouvait agir. Mais Shanna a répondu qu'elle avait signalé son comportement 5 fois au total, et que, comme la dernière fois, il ne la croirait pas et se laisserait encore convaincre par l'histoire de Len. Encore une fois, elle a subi le harcèlement faute d'alternative. Aux yeux de la loi, elle n'était pas la victime. Lane l'était. Le 25 août 2016, les collègues de Shay de Shona dans son nouveau poste dans un cabinet comptable se sont inquiétés lorsqu'elle n'était pas venue travailler et n'a pas non plus appelé pour signaler une maladie, ce qui n'était vraiment pas dans ses habitudes. Finalement, le père du petit ami de Shanna, Ian Cook, est allé prendre de ses nouvelles à la demande d'Ashley. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le corps sans vie de Shona allongé face contre terre sur le sol. 2 petits foyers d'incendie montrant qu'on avait tenté sans succès d'incendier la chambre. Il a crié son nom, a compris qu'elle était morte, puis a appelé la police. La police a examiné la scène et la gorge de Shona avait été tranchée, ce qui a causé sa mort. Le coupable a incendié la pièce pour effacer les preuves acides désoxyribonucléiques, puis a quitté les lieux. Autour de la scène, il y avait des empreintes de chaussures ensanglantées, et non loin de là, une paire de baskets tachées de sang a également été retrouvée. Après des analyses acides désoxyribonucléiques, ces chaussures ont donné un résultat positif correspondant à Michael Lane. Au début, Lane a nié avoir été sur les lieux du crime le jour du meurtre, mais il est ensuite revenu sur ses déclarations et s'est corrigé lorsque les chaussures tachées de sang se sont révélées contenir son acide désoxyribonucléique. Il a alors changé son histoire, affirmant qu'il était bien là, qu'il avait vu le corps sans vie de Shona et qu'il avait eu peur que les gens pensent qu'il était coupable. Alors il s'était enfui sans rien signaler. Tu ne vas pas me croire, mais ça m'a manqué. À toi de voir, le matin. Je suis bien allé chez Charlie. Après que je sois allé à les magasins de Valley Road, ouais, et je les ai vus garés là-bas. Quand je suis passé devant sa rue, sa voiture était toujours là, d'accord? Ce que je trouvais étrange parce qu'elle était en colère contre moi. Je savais qu'elle avait commencé à travailler, donc c'était à peu près à ce moment-là. Il était environ 8h20, donc je savais qu'elle était censée être partie pour le travail. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait le tour, la porte était ouverte. La première porte n'était pas grande, ouverte ou déverrouillée. Non, elle était ouverte, elle n'était pas grande, ouverte. Elle était à moitié mieux, à moitié ouverte. Donc, je suis entré là, la porte de sa chambre était encore à moitié ouverte et elle était par terre. Parle-moi de ton raisonnement à ce moment-là, de ce qui t'a fait penser, d'accord? Plutôt que d'appeler simplement la police et les gendarmes. Je vais simplement partir. Parce que j'avais peur. Tu n'as jamais vu de cadavre, un corps sur lequel on s'est assis, tu vois? D'accord, supposons que tu avais peur. Explique-moi, que craignais-tu qu'il arrive? Et si l'endroit s'avérait être... Lan a reconnu le harcèlement de Grease, mais a nié le meurtre. Après 2 semaines de procès, le jury a déclaré la culpabilité en 2 heures de délibération. Le juge l'a condamné à une peine minimale de 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a également critiqué la police dans sa déclaration lors du prononcé de la sentence. Le juge tenait la police responsable pour ne pas avoir reconnu ni agi face à des situations graves et répétées de risque. Il ne semblait y avoir aucune prise de conscience de la part des enquêteurs qu'une jeune femme entretenant une relation sexuelle avec un homme pouvait, en même temps, être vulnérable et exposée à un risque grave. La police a conclu trop vite et a stéréotypé Grace.
Bonjour et bienvenue dans la section d'analyse autour du feu de camp de la vidéo. C'est la partie de la vidéo où je vous donne mon avis basé sur les choses que j'ai vues et lues dans cette affaire. Pour celle-ci, je vais la diviser en deux parties. La première partie portera sur Lane, car il y a pas mal de choses à apprendre à ce sujet, et la seconde partie portera sur la police. Par le passé, j'ai reçu des critiques de la part de personnes qui regardent les vidéos et qui disent que je suis trop indulgent avec la police et que je prends toujours leur parti. Mais en réalité, j'essaie simplement de considérer tous les points de vue dans l'affaire pour voir ce qui aurait pu être fait mieux ou pire, et dans celle que j'ai étudiée jusqu'à présent, je n'ai rien entendu qui soit un complot policier. J'ai déjà vu de l'incompétence chez la police, mais quoi qu'il en soit, je vais parler d'eux dans la deuxième partie de cette analyse au coin du feu, et ce ne sera pas flatteur pour eux. Je pense qu'ils sont en grande partie responsables de la mort de cette jeune fille, donc commençons par Lane. Il est un exemple parfait du psychopathe stéréotypé. Maintenant, psychopathe n'est plus vraiment un terme clinique utilisé de nos jours, mais c'est le raccourci le plus simple que tout le monde va comprendre, donc c'est pour ça que je l'utilise. Ils sont caractérisés par des choses comme une réponse empathique superficielle, un charme superficiel, le mépris des droits des autres. Ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal, ils ont des problèmes récurrents avec la loi. Probablement parce qu'ils ne peuvent pas distinguer le bien du mal, ils ont un mauvais jugement et une incapacité à planifier pour l'avenir, et ils ne sont vraiment capables de penser qu'à l'ici et maintenant et à ce qu'ils veulent. Au lieu de penser à autre chose, ils sont très focalisés sur un seul objectif. Fait intéressant, il y a beaucoup de recherches en biopsychologie ces dernières années qui suggèrent qu'en fait, les psychopathes sont comme ça dès la naissance parce que leur cerveau est littéralement plus petit dans certaines zones. Les parties du cerveau qui contrôlent ces caractéristiques sont en fait plus petites chez les psychopathes et elles sont moins actives. Donc, il y a un argument à faire valoir que les psychopathes naissent ainsi et ne sont pas créés. Bref, c'est peut-être un sujet pour une autre vidéo. Selon moi, Hélène remplit tous ces critères. Contrairement au film, les psychopathes n'agissent pas de façon étrange en public. Ils sont très doués pour s'intégrer. Et même s'ils n'ont jamais vraiment l'impression d'appartenir au groupe, ils peuvent donner l'impression qu'ils en font partie. C'est ainsi que Michael arrivait à convaincre les gens, même la police, qu'il était la victime. Ils utilisent encore leur charme et des stéréotypes sexistes pour obtenir la faveur de la police et s'en sortir facilement. Très souvent composé d'hommes sexistes et parfois aussi homophobes. Si vous avez lu quoi que ce soit sur Jeffrey Dahmer, vous savez qu'il a aussi joué sur des stéréotypes homophobes pour obtenir la coopération de la police. Et dans ce cas, Michael Lane a essentiellement dit à l'officier exactement ce qu'il s'attendait à entendre. Les nanas sont folles, tu vois. Il est donc très facile de se faire avoir par un psychopathe ou ce type de personne, même si vous êtes expérimenté. Il est simple facile pour un psychologue de se faire avoir par eux. Ils sont tellement doués pour jouer la comédie. Shona n'avait que 19 ans, avec très peu d'expérience de la vie réelle. Je sais qu'on pense souvent que les gens de cet âge sont des adultes, parce que légalement ils le sont, mais en réalité ils manquent d'expérience concrète et cela peut vous rendre très naïf à cet âge. Et bien plus enclin à prendre les propos littéralement et à accorder le bénéfice du doute. Des personnes comme Michael Lane les ciblent, exploitant leur naïveté. C'est aussi pourquoi, par exemple, Andrew Tate déconseille de fréquenter des filles ayant déjà beaucoup d'expérience. Ces filles ont plus d'expérience, ce qui les aide à repérer les abuseurs et menteurs. Et les filles en plus jeunes, moins expérimentées et plus naïves, sont beaucoup plus faciles à contrôler et à manipuler. C'est pourquoi ils parlent de ces filles comme étant plus désirables, parce que les femmes plus expérimentées ont généralement un meilleur sens de leur propre autonomie et elles diront simplement non. Et dans ce cas, ce n'était pas différent. Il montre également un schéma de sélection de victimes plus jeunes tout au long de son histoire et utilise les mêmes avances excessivement émotionnelles pour les séduire, sachant que les filles des plus jeunes sont plus susceptibles de répondre à de grands gestes romantiques, tandis que les filles et les femmes plus expérimentées sont plus susceptibles d'apprécier des choses plus simples qui facilitent leur vie. Mais comme pour beaucoup de psychopathes, leur capacité à paraître gentil et charmant a ses limites, car il faut de l'énergie et de la patience pour maintenir une fausse façade pendant longtemps.
Donc lorsqu'elle s'est finalement rendue compte qu'il était un cinglé dérangé et a essayé de le larguer, il est immédiatement passé à l'autre tactique utilisée par les psychopathes, le harcèlement agressif et l'intimidation. À ce stade de l'expérience, la victime était vraiment en danger, car après ce changement d'attitude, passant d'un intérêt romantique obsessionnel à un harceleur possessif, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils attaquent et probablement tuent leur victime. Je veux dire rapidement ceci à toutes les jeunes femmes qui regardent. En fait, pas seulement aux femmes, mais à tous les jeunes qui regardent. Essayez d'être conscient de la différence d'expérience de vie entre vous et un partenaire plus âgé, car il y a de fortes chances qu'il y ait des déséquilibres de pouvoir entre vous et cette personne à cause de cette différence d'expérience. Vous devriez vous demander si la personne que vous fréquentez vous apprécie vraiment pour ce que vous êtes, ou si elle est simplement avec vous parce que vous êtes plus jeune et moins expérimenté, auquel cas il vaudrait mieux partir, car elle pourrait vous voir comme une possession, profiter de vous et ne pas avoir de réel respect pour vous. C'est quelque chose que je pense les gens devraient être plus attentifs. D'accord, alors Shen, parlons de la police. La police a causé la mort de cette fille, c'est la façon la plus directe de le dire, et c'est aussi la façon la plus précise de le dire. Je pense que la police a causé sa mort. Len avait un long passé de harcèlement envers des filles plus jeunes, ce que personne ne semblait prendre en compte, et l'officier qui les a interrogées ensemble a commis une grave erreur. On n'interroge jamais une personne victime de violence avec son agresseur. Elles craindront de dire la vérité, pendant que l'agresseur décrira la victime comme instable ou violente, s'appuyant sur son attitude nerveuse et craintive comme preuve. Le fait que l'agent ait commis une erreur aussi basique et véritablement fatale me sidère. Cet agent n'a pas été renvoyé, seulement réprimandé. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve de harcèlement et a dit que les messages qu'il avait vus étaient affectueux, ce qui montrait clairement qu'ils étaient en couple, ce qui est pour moi une excuse bidon. Un coup d'œil au dossier de police de Lane aurait révélé 13 cas de harcèlement en 10 ans et un cas de manipulation de mineurs, confirmant ce que Shauna disait. Il n'a pas accompli les tâches les plus élémentaires de son travail et cela a conduit à sa mort. Je pense qu'il aurait au moins dû être renvoyé. Il n'était pas apte à servir ni à protéger, car il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a simplement choisi l'option la plus facile. Lors de l'audience policière sur la conduite de l'officier, toute la faute a été rejetée sur Shauna. Confirmant tout ce que Lane avait dit, ce qui est écœurant quand on voit les faits de l'affaire et que c'est une situation bien trop courante pour la police britannique qui prend souvent soin des siens même lorsqu'ils sont en tort, ce qui est inacceptable. La police n'est pas censée être l'exception à la loi, elle en est la servante et elle devrait être punie aussi sévèrement que n'importe quel citoyen lorsqu'elle manque à ses devoirs. On peut même soutenir que la police devrait respecter la loi de façon encore plus stricte puisqu'elle en est l'agent et l'exemple. Et la police devrait assumer une part de responsabilité car cet homme avait été signalé 13 fois, sans compter Grice, dont certains signalements provenaient de mineurs. Le fait que cela n'ait jamais été pris en compte et enquêté correctement en dit long sur le sexisme dont fait souvent preuve la police britannique. C'était une histoire vraiment triste, surtout parce qu'elle aurait pu être évitée si les autorités avaient agi rapidement. Le fait que le juge ait choisi de critiquer la police lors du prononcé de la sentence en dit long sur la façon dont ils ont mal géré cette affaire, car c'est très rare qu'un juge fasse cela publiquement. Si la police avait bien agi, Sean O'Grice serait probablement encore en vie aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et pour tout le soutien continu que beaucoup d'entre vous m'apportez sur cette chaîne. Je l'apprécie sincèrement. C'est vraiment agréable pour moi chaque fois que je mets en ligne une vidéo, de voir, vous savez, les mêmes personnes apparaître et laisser un commentaire. C'est presque comme si vous étiez presque comme des amis. J'aimerais vraiment pouvoir rencontrer certains d'entre vous en vrai, et comme ça je pourrais aussi associer des visages à des noms. Peut-être qu'un jour, si j'atteins 1 million d'abonnés, on pourra organiser quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je voulais juste dire merci beaucoup pour tout le soutien, pour toute l'aide que les gens m'apportent et pour toutes les questions que vous me posez aussi. Je les lis, mais il y en a tellement que ça me prend du temps.
Je travaille seul sur cette chaîne, il n'y a que moi, donc... N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Pendant les 24 premières heures après la mise en ligne, je répondrai à tous les commentaires laissés. Merci encore une fois et on se retrouve dans la prochaine vidéo.